Bonjour tout le monde, je me nomme Joel McLean et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et votre leadership. Merci d'être là à l'écoute de cet épisode du podcast. C'est tellement important, comme vous le savez, de faire le temps intentionnellement pour son développement professionnel. Et aujourd'hui, bien, j'ai pensé de faire un enregistrement par rapport à une thématique qui me trotte en tête depuis un certain temps. Et d'ailleurs, je pense que peut-être qu'il y aurait des gens aussi qui vivent ou qui ont vécu cette thématique et puis qu'à écouter ce podcast, lorsque je vais parler de définir cette thématique, les facteurs qui amplifient cette thématique et puis aussi peut-être des pistes de solutions, mais ça va leur faire du bien en même temps d'entendre parler de ça. Puis, j'aimerais parler aujourd'hui du désespoir. Et puis, c'est plutôt le désespoir dans le contexte du travail qu'on a à faire. Et puis, pour moi, bien, aujourd'hui, ça va être en particulier dans le domaine de l'éducation parce que c'est là que j'accompagne le plus de gens, là où est-ce que je fais le plus grand, la plus grande quantité de mon travail. Toutefois, sachez que le désespoir, bien, on peut ressentir ça dans n'importe quel domaine, n'est-ce pas? Et pas juste au travail, mais dans notre vie personnelle. Mais moi, je vais m'arrêter surtout, je vais peut-être généraliser. Ça va s'appliquer autant dans le domaine de travail que dans le domaine personnel. Mais j'ai voulu aborder cette thématique-là parce que, c'est quelque chose que je rencontre de temps à autre dans mes accompagnements avec les gens. Alors parfois, puis vous avez peut-être vécu ça à travers de votre carrière ou dans votre vie, où est-ce qu'on arrive à un point où est-ce que les choses peut-être ne roulent pas aussi bien qu'on voudrait qu'elles roulent, et puis qu'on se fait enterrer par beaucoup de travail et on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. On ne voit pas comment on peut y arriver à des solutions ou comment qu'on va pouvoir y arriver à pouvoir compléter les tâches ou atteindre l'objectif là, qu'on s'était établi. Donc, facilement, une personne peut tomber dans le désespoir, n'est-ce pas? Et puis se sentir comme si il n'y a pas vraiment une ligne d'arrivée et puis que je suis très impuissant à l'intérieur de cet état-là que je me retrouve. Alors, débutons avec une définition, hein, une définition du désespoir. Donc, c'est important de le comprendre. Donc, je pense que c'est une bonne place à commencer, de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire le désespoir. Et puis ensuite, on va parler de facteurs qui vont amplifier ce désespoir-là et éventuellement bien arriver à peut-être des solutions, hein, des pistes de solutions à appliquer dans notre quotidien afin de nous sortir, nous aider à sortir de ce désespoir-là et retrouver notre élan dans soit notre travail ou dans notre vie personnelle. Alors, bien, comme bon éducateur, j'ai demandé à ChatGPT, et j'ai les notes ici, à définir bien qu'est-ce que c'est le désespoir, puis je vais vous lire qu'est-ce que ChatGPT a dit par rapport à la définition de cette thématique. Alors, ChatGPT définit ça comme étant un état émotionnel intense, caractérisé par une perte totale d'espoir et de confiance en l'avenir. Il s'agit d'un sentiment profond d'impuissance face aux difficultés, où la personne a le sentiment qu'aucune solution n'est possible ou accessible. Le désespoir peut être temporaire, lié à une situation spécifique, ou même plus chronique, s'ancrant dans le quotidien et menant à des états comme la dépression. Donc, c'est certain que c'est comme une définition un peu plus sombre. Toutefois, lorsqu'on ressent le désespoir, bien, on peut penser que c'est superficiel au début, mais avec le temps, si on ne passe pas à l'action et si on ne met pas des stratégies en place pour, premièrement, reconnaître qu'on est dans le désespoir et ensuite ressortir, hein, du désespoir, bien, ça peut facilement devenir quelque chose de beaucoup plus sombre et même mener jusqu'à la dépression. Donc, moi, j'ai connu des gens, malheureusement, à travers de leur carrière, qui ont connu des burn-out aussi, et pas juste en éducation d'ailleurs. Et ce sont des gens qui se sont retrouvés dans le désespoir aussi. Et peut-être que ce sont des gens qui n'étaient pas habilités ou n'avaient pas affilé assez des compétences afin de pouvoir mettre des stratégies en place et ressortir. Y ressortir. Donc, première étape, je crois que c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est le désespoir. Et puis, la deuxième étape que je me suis dit, bien, OK, maintenant qu'on a vu la définition, on a une bonne idée de qu'est-ce que ça veut dire techniquement, mais ça a de l'air à quoi quand on se retrouve dans le désespoir? Euh, un des défis que je rencontre le plus souvent sur le terrain, lorsque je perçois ou j'observe une personne et que je me dis, cette personne est peut-être dans le désespoir, c'est qu'elle-même ne le reconnaît pas. Donc,
d'être capable de reconnaître les signes qui disent que nous nous retrouvons peut-être dans cet état-là, c'est quelque chose de vraiment important. Ordinairement, les gens, lorsqu'ils se sentent comme ça, ils ne vont pas partager aux autres. Pour toutes sortes de raisons, n'est-ce pas? Comme fierté, on ne veut pas déranger les autres avec nos choses parce qu'on le sait que les autres personnes sont aussi très occupées. C'est peut-être à cause de responsabilité, donc les gens comptent sur moi et je ne veux pas démontrer de faiblesse face à ces gens-là parce que là, ils peuvent perdre confiance. Donc, il y a toutes sortes de différentes raisons pourquoi on ne reconnaît pas que nous sommes dans cet état-là et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque les gens le réalisent, bien, c'est qu'ils ont dépassé un point qu'ils ne peuvent pas revenir. Donc, c'est trop tard et puis ils se retrouvent soit en burn-out ou en dépression. Donc, numéro un, important de comprendre qu'est-ce que c'est et ensuite, bien, comment est-ce que ça se manifeste, ça? Puis, j'ai pris des notes là-dessus aussi, j'ai fait un peu de recherche. C'est certain que j'ai demandé à ChatGPT aussi, mais j'ai trouvé ça super intéressant d'être capable d'identifier des manifestations. Puis je vais vous les partager, ces manifestations-là. Et qu'est-ce que je vous demanderais de faire? C'est de penser à des situations que vous avez vécues et tenter de voir si vous vous reconnaissez à l'intérieur de ces manifestations-là. De cette façon, même, vous allez pouvoir reconnaître par vous-même si soit, vous êtes dans un état de désespoir, vous débutez un état de désespoir, ou si vous avez déjà vécu le désespoir, mais que vous ne l'aviez pas réalisé. Donc, j'ai catégorisé ça sous certains niveaux. Alors, les manifestations du désespoir au niveau émotionnel, cognitif, comportemental et ensuite au niveau physique. Donc, regardons à ces manifestations-là. Et encore une fois, lorsque je vous lis les manifestations, je vais vous demander de penser à vos situations, à qu'est-ce que vous êtes en train de vivre présentement, si vous vivez de quoi, ou qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé. Alors, débutons avec le niveau émotionnel. Donc, manifestation du désespoir au niveau émotionnel. Ça nous donne un sentiment d'abandon et d'impuissance. Alors, on se sent comme si on s'est fait laisser seul, on est seul à parcourir et à vivre qu'est-ce qu'on vit. Et en même temps, on est impuissant, on n'a pas de pouvoir décisionnel, on ne peut pas décider ou agir afin de changer notre situation parce que nous n'avons pas le pouvoir, soit le pouvoir dans le sens d'une position. Tu sais, c'est pas moi mon superviseur, mon propre superviseur, ou que dans les puissances parce que j'ai pas les compétences ou les habiletés de pouvoir gérer ça. Alors, au niveau émotionnel, nous avons le sentiment d'abandon et d'impuissance. Donc, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Une tristesse prolongue et prolongée. Donc, une tristesse, excusez-moi, profonde et prolongée. Alors, cette tristesse peut, je pense, se manifester en différentes formes. Ça peut être une tristesse dans le sens que je suis triste que les choses n'avancent pas. Ça peut être une tristesse parce que je ressens réellement l'émotion de tristesse et que ça peut être prolongé aussi. Donc, moi, j'ai connu des gens que j'ai accompagnés où est-ce qu'ils ont passé plusieurs années dans le désespoir, plusieurs années à penser qu'elles étaient impuissantes, qu'elles étaient abandonnées, qu'elle a été laissée seule à vivre qu'est-ce qu'elle vivait et de trouver des façons de s'en sortir. Donc, ça, c'est triste, n'est-ce pas? Et puis, on peut ressentir cette tristesse-là qu'on se retrouve dans cette situation-là, dans ce cycle vicieux-là. Et puis que ça permute pendant longtemps. Alors, une tristesse profonde et prolongée, une irritabilité et frustration. Alors, on ressent beaucoup de frustration à cause de l'état dans lequel on se retrouve. Hein. Ça va rejoindre des émotions qui sont fortes. Et nous devenons irritables. Alors, irritables avec nos collègues, irritables avec les gens qu'on aime. Habituellement, c'est eux qui vont manger la claque plus fortement, habituellement, que les autres. Donc, nous sommes facilement irrités parce qu'on pense à ça. Hein? Donc, nos émotions prennent le mieux de nous et puis on reste pris dans ce cycle-là. Alors, irritabilité et frustration et finalement, une manifestation au niveau émotionnel, sentiment d'inutilité ou de vide intérieur. Alors, sentiment d'inutilité ou de vide intérieur. Donc, c'est une coquille vide. Là. On sent comme si il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. On ne devient pas meilleur. Euh,
C'est juste un vide comme dans l'espace. Il n'y a rien là. Il y a plus, il y a plus d'émotion. Je m'en foute de la situation. Je ne suis plus euh, dédié au travail que j'ai à faire. J'ai plus d'énergie que je veux consacrer envers mon entreprise ou envers mon association, le travail que j'ai à faire. Et puis que je me sens vraiment comme si je ne suis plus utile parce que je ne change pas, je ne transforme pas, j'évolue pas. Euh, et puis ça crée un vide à l'intérieur, hein, un sentiment, mon sentiment d'efficacité personnelle, euh, ça baisse beaucoup, n'est-ce pas? Alors voilà quelques exemples de manifestations du désespoir au niveau émotionnel. Donc je répète, est-ce que vous avez déjà ressenti ça ou vécu ça? Sentiment d'abandon et d'impuissance, tristesse profonde et prolongée, irritabilité et frustration, et puis sentiment d'inutilité et de vide intérieur. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Et puis, si vous êtes en train de vivre quelque chose présentement, soit au travail ou dans votre vie personnelle, et puis que vous éprouvez ou que vous reconnaissez ces manifestations-là, bien, je pense que c'est important de commencer à penser à agir par rapport à ça. Puis, je vous invite de continuer à écouter à cet épisode parce que justement, là, je vais en arriver. Et puis, on va parler de stratégies potentielles qu'on peut adopter afin de venir nous appuyer au niveau de notre désespoir. OK, donc ça, c'était au niveau émotionnel. Alors, passons maintenant aux manifestations du désespoir au niveau cognitif, donc les pensées. OK? Vision négative et fataliste de l'avenir. Il n'y a rien qu'on peut faire qui va changer le sort comme c'est négatif, on s'en va tous en enfer, comme qu'on dit en bon franco-ontarien. On ne va pas réussir, on travaille pour rien, ça donne absolument zéro tous les efforts qu'on y met. Alors, on va adopter cette attitude-là, n'est-ce pas? Donc, cette vision-là négative et puis de fataliste, là, tu sais, comme on va mourir, ça n'a pas d'allure, l'entreprise va faire faillite, les élèves ne vont pas bien réussir au testing provincial. Toutes sortes de différents exemples que je peux vous donner, mais pour dire qu'au niveau cognitif, ça nous fait adopter une vision négative et fataliste de l'avenir. Au niveau cognitif, nous avons aussi difficulté à voir ou à envisager des solutions. Et puis ça, je l'ai vu souvent dans des gens que j'ai accompagnés et puis que je trouvais qu'ils éprouvaient un désespoir, c'est qu'ils ne voyaient plus ou ne pouvaient plus envisager des solutions. Donc, toute suggestion de possibilité de solution qui était présentée, la réponse habituellement était, ben ça donne quoi? Ou tu le voyais dans le non-verbal de la personne, comme c'est comme si c'était un mur qui baissait. Hein, le désespoir faisait un mur baissé, puis on n'acceptait pas vraiment, ou on n'envisageait même pas des solutions. C'était comme non, c'est plus bon, on ne va pas réussir, ça finit là, puis j'entends même plus des suggestions de solutions. Alors, est-ce que toi, tu éprouves ça ou tu as déjà éprouvé ça? Tu sais, ou est-ce que c'est comme un mur qui baisse et puis il n'y a plus de suggestions de solutions qui rentrent? C'est comme si je ne veux même pas les entendre. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est comme on ne veut pas être dans un état de désespoir, mais on ne veut pas non plus, quand on est là, on ne veut pas entendre des pistes de solutions potentielles. Tu sais, je m'écoute dire ça, puis je me dis, tabarouette, comme j'ai vécu ça, moi aussi, à un moment donné. Ou est-ce que c'était comme non, je ne veux même pas entendre ça. Tu sais? Alors, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Un autre exemple au niveau cognitif de manifestation de désespoir, c'est d'avoir des pensées de rumination. On tourne en boucle. Le petit hamster qui court dans la roue. Ça ne change pas et c'est toujours les mêmes défis ou les mêmes problèmes. Donc, on reste pris sur les mêmes affaires pendant de longues périodes de temps. On est en train de ruminer là-dessus sans fin. Donc, on est pris dans ce cycle vicieux-là. Alors, au niveau cognitif, ça peut faire ça quand on est au désespoir. On pense juste à ça. On a baissé le mur, là, il n'y a pas de solution qui rentre, n'est-ce pas? Fait qu'on reste pogné dans cette roue de hamster-là de négativité et puis de penser où est-ce qu'on est en train d'investir tout notre temps à penser à ces problèmes-là, mais pas à des solutions. Donc, on reste dans le négatif. Alors, pensée de rumination est finalement le dernier au niveau cognitif, perception biaisée de la réalité. Par exemple, rien ne peut changer, tout le monde est contre moi. Moi, j'ai vécu ça, je lève ma main là, pour ceux qui ne voient pas dans la chaîne YouTube.
Moi, j'ai eu cette attitude-là, puis je me suis dit ça aussi. Où est-ce que je croyais que, bon, ben c'est ça, là, ils sont tous contre moi, là. Ils veulent pas que je réussisse, ils veulent pas que j'accède à une prochaine étape. Ils veulent me voir faillir, en autres mots. Donc, lorsqu'on est au désespoir, on va penser des choses comme ça. On va penser que les gens sont contre nous, que notre communauté scolaire est contre nous, qu'un collègue est contre nous, que notre direction d'école est contre nous, ou même combien de fois est-ce qu'on a entendu le conseil est contre nous, ou l'employeur est contre nous. Donc, on développe des perceptions biaisées de la réalité. Parce que ça revient peut-être à difficulté à avoir ou à envisager des solutions et la rumination. Si on reste pogné dans cette roue-là, ben c'est quoi notre perception? On voit tout le temps la même chose. On est dans la roue. On ne voit pas à l'extérieur de la roue, n'est-ce pas? Alors, éventuellement, on devient détaché de la réalité. Le mur est baissé, là, tantôt, je vous ai dit ça, le mur est baissé, il n'y a plus rien qui rentre, là. Il y a plus rien qui sort non plus. Alors, éventuellement, si on est toujours en train de voir les mêmes affaires, ben, notre perception va être biaisée. Et là, quand notre perception devient biaisée, bien, on commence à croire cette réalité-là qu'on crée. Le désespoir va faire ça. Moi, je l'ai vécu. Hein, je parle d'expérience. Et puis la question que je vous pose, c'est que ça vous est déjà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Hein, de rester pris comme ça, et puis là, de penser à toutes sortes de scénarios dans notre tête, et puis que là, tout d'un coup, ces scénarios-là, c'est comme si ça devient vrai, hein, la réalité. Alors, on devient biaisé par rapport à nos perceptions. Donc, ça, c'était au niveau de cognitif, là, la façon qu'on pense. Lorsqu'on est au désespoir, là, quel impact est-ce que ça a sur notre processus cognitif? Le prochain, c'est au niveau comportemental. Alors, les manifestations du désespoir au niveau comportemental, le premier, perte de motivation et d'énergie. Ça, on l'a vu, je suis certain que si vous pensez à peut-être votre propre situation, vous l'avez ressenti. Si vous pensez à des collègues avec qui vous avez travaillé à travers des années, vous avez sûrement été témoin de personnes qui ont perdu leur motivation et qui ont perdu leur énergie. Donc, des gens qui vont se reculer, qui vont se recueillir et s'isoler. Ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu souvent, c'est certain. Euh, donc, des gens qui n'ont plus de motivation, des gens qui semblent, ça semble comme si il n'y a plus d'énergie dans leur voile, n'est-ce pas? Ils arrivent, tu le vois dans le non-verbal aussi, hein, le physique, les épaules sont roulées vers le devant, marchent plus lentement, il n'y a plus de pep dans les pas, comme qu'on dit. Donc, le désespoir, ça va causer ça. Ça va têter, si on veut, là, toute l'énergie positive que nous avons dans notre corps, autant physiquement que psychologiquement ou mentalement, n'est-ce pas? Alors, perte de motivation et d'énergie. Deuxième manifestation, retrait social et isolement. Donc, je l'ai dit tantôt, souvent les gens vont s'isoler. Hein? Quand on est en train de vivre de la misère, ben, ce n'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement partager avec les gens. Alors, je ne sais pas si c'est comme une genre de punition automatisée ou une punition qu'on se fait à nous-mêmes, le genre comme de s'isoler puis de se retirer socialement. Mais moi, je l'ai déjà vécu encore une fois, à un moment donné, où est-ce que je me suis retiré, puis les gens remarquent, n'est-ce pas, parce que là, tu n'es plus social, tu parles plus, tu ne contribues plus aux conversations, aux rencontres, tu ne participes plus aux événements sociaux de l'équipe, etc., ou de famille, etc. Alors, on a tendance à se retirer. Puis une partie de ce retrait-là, je pense, c'est parce qu'on est pogné dans cette roue-là de hamster qu'on a dit tantôt au niveau cognitif. Hein? Quand on reste pogné dans cette roue-là, ben, comme j'ai dit, on ne laisse rien rentrer, puis il n'y a rien qui sort, donc on est seul dans cette roue. On va s'isoler parce qu'on veut être seul. Alors, vraiment intéressant. Puis, une question à se poser, c'est à savoir si vous avez déjà vécu ça. Le prochain ou la prochaine manifestation, procrastination ou évitement des responsabilités. Donc, lorsqu'on est au désespoir, on ne veut pas prendre de nouveaux projets, c'est certain, et on a probablement de la difficulté à arriver à la date d'échéance ou à compléter les responsabilités ou les projets qu'on avait déjà débutés. Donc, on va mettre ça de côté. On va se dire qu'on va le faire plus tard. Ah, ça ne me tente pas, je n'ai pas l'énergie, je ne suis pas motivé. Et ça va retarder et retarder et retarder et retarder. Ça me fait penser à l'analogie du train.
Quand tu embarques dans le mauvais train, là, mais le plus vite que tu peux les réaliser puis débarquer, le mieux que c'est, parce que le plus longtemps que tu restes sur le train, le plus cher ça va te coûter pour venir là où est-ce que tu devrais être. Alors, quand on éprouve de la procrastination puis de l'évitement de responsabilité, mais c'est ça qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on reste sur le train, puis on continue à cheminer, mais là, ça nous coûte cher, là, de plus en plus cher, le plus longtemps qu'on reste sur ce train-là. Et finalement, le dernier ou la dernière au niveau comportemental, donc l'auto-sabotage ou comportement autodestructeur. Puis ça, on peut en nommer beaucoup. Ça peut aller à l'extrême où est-ce qu'il y a des gens qui vont se blesser physiquement, psychologiquement aussi. Des gens qui vont faire en sorte qu'ils ne vont pas réussir, mais ils, ils vont faire ça à eux-mêmes, là. Donc, l'auto-sabotage, c'est quelque chose de vrai. Et puis, c'est des choses qui arrivent et que j'ai témoigné dans des gens que j'ai accompagnés. Puis, quand on voit ça, puis on témoigne ça, c'est comme on se pose des questions. On se dit, ben voyons donc, comme, pourquoi est-ce que tu voudrais faire ça? Mais, tu sais, au niveau comportemental, lorsqu'on est dans le désespoir, je pense encore une fois, ça revient peut-être au fait qu'on veut, on veut être retiré, on veut s'isoler, on est pris dans cette roue de hamster-là, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Donc, on va faire en sorte que si on se sent dans cet état-là et puis qu'on est dans cette roue de hamster-là de négativité, ben, on va faire en sorte, puis on va s'assurer qu'on va être dans cette roue-là. Hein? On va, tu sais, en d'autres mots, là, on va attirer là, qu'est-ce qu'on projette. Alors, l'auto-sabotage, là, c'est quelque chose qui arrive et puis je pense que c'est important d'y réfléchir. Alors, pensez-y, là, est-ce que vous avez déjà vécu des situations où est-ce que vous étiez au désespoir peut-être et puis que vous avez fait de l'auto-sabotage? C'est penser à différentes situations. Pensez à des collègues ou des membres de famille. Est-ce que vous avez déjà témoigné ça? C'est quelque chose de vraiment sérieux et important d'être capable d'identifier. Et finalement, au niveau de manifestation du désespoir, le dernier est au niveau physique. Hein? Il y a un impact aussi au niveau physique. Alors, on parle de fatigue extrême et manque d'énergie. Hein? On, on est fatigué tout le temps, on ne veut pas continuer, on n'a pas l'énergie pour participer à des fêtes, participer à des rencontres de famille, participer à des rencontres du personnel, participer d'une façon activement. On a des troubles de sommeil. Donc, il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à dormir lorsqu'ils sont au désespoir encore parce que ça roule. Hein? Ils ont de l'insomnie là, parce qu'ils n'arrêtent pas de penser à ça, ils n'arrêtent pas de penser à ça, ça roule, ça roule, ça roule. On est pris dans ce cycle-là. Il y a même des gens qui connaissent des changements dans l'appétit. Dans leur appétit, ils vont moins manger, ils vont même maigrir. Hein? On voit des gens qui vont perdre du poids lorsqu'ils sont au désespoir. Ils n'auront pas la motivation même de vouloir manger. Imaginez. Donc, avez-vous déjà vécu ça ou connaissez-vous quelqu'un qui a déjà vécu ça? C'est comme. Puis pour nos collègues aussi, là, c'est important qu'on s'épaule. Donc, pensez à vos collègues. Là, est-ce que ce sont des signes que vous êtes capable de reconnaître chez des collègues? Et puis, en les reconnaissant, mais ça vous permettrait de pouvoir intervenir pour le bien-être de votre collègue. C'est important, ça aussi. Hein? Donc, changement dans l'appétit, perte ou prise de poids. Ça peut aller d'un sens ou de l'autre, c'est certain. Et finalement, bien au niveau physique, bien, ça peut créer des tensions musculaires, des maux de tête, des douleurs qui sont inexpliquées. Alors, tu sais, ça ne fait pas juste mal dans la tête hein, quand on est au désespoir, mais ça fait mal aussi dans le corps. Alors, tous des manifestations qui sont importantes, je crois, être capable de reconnaître en nous-mêmes, hein, pour qu'on puisse au moins réaliser qu'on est dans un état de désespoir, mais aussi chez les membres de notre famille et puis nos collègues, parce qu'on est là pour s'entraider aussi, on est là pour s'épauler, on est là pour s'appuyer. Alors, être capable de reconnaître ça chez un collègue ou une collègue ou un membre de la famille, puis ensuite d'avoir le courage de pouvoir y en parler, bien, c'est important, ça, parce que la personne, et ça, c'est important de ne pas oublier, là. Tu sais, parce que ça peut nous gêner de vouloir, tu sais, avoir le courage puis aborder cette conversation courageuse avec une personne, mais n'oubliez pas que peut-être la personne ne le sait pas. Donc, imaginez une personne dont vous reconnaissez des manifestations, mais que vous choisissez de rien faire, de ne pas lui en parler, puis que cette personne finit en burn-out ou en dépression. Maintenant, je ne dis pas que c'est de votre faute, là, ou c'est pas de ma faute, là. Toutefois, moi, personnellement, j'aurais la pensée dans ma tête, ben, qu'aurait-il arrivé ici? C'est si j'avais pris le temps, puis si j'avais eu le courage d'aller y en parler. Parce que c'est mon ami, c'est mon collègue, c'est mon épouse, c'est mon enfant, c'est mon cousin.
sais, qu'aurait-il arrivé à cette personne-ci, hein, si j'en avais parlé? Alors, c'est important de le reconnaître chez nous-mêmes, mais aussi de le reconnaître chez les autres pour qu'on puisse les, les appuyer. Bon, alors passons maintenant. Donc, jusqu'à présent, nous avons défini qu'est-ce que c'est le désespoir. On a vu des exemples de manifestations pour qu'on puisse le reconnaître. Maintenant, quels sont les facteurs qui amplifient l'état du désespoir? Bien, ça touche un peu les manifestations. Donc, le premier, c'est l'isolement. Ça amplifie l'état sûr et certain. Et c'est probablement une des manifestations qu'on voit le plus souvent chez des gens qui éprouvent du désespoir. C'est qu'ils vont s'isoler socialement, n'est-ce pas? Euh, la deuxième chose que je dirais, c'est le manque de soutien. Puis ça, on a fait bien de chemin dans le système scolaire, chez les conseils scolaires et les centres de services. Donc, il y a beaucoup de soutien disponible, hein, aux membres du personnel des conseils scolaires et des centres de services. C'est toute une autre chose d'aller chercher cette aide-là. Toutefois, l'aide est disponible, ce qui est une bonne chose pour aider les gens à pouvoir travailler et puis reprendre leur élan et sortir du désespoir. Donc, l'isolement social, c'est un gros facteur, ça, qui amplifie l'état. Et puis, le manque de soutien peut l'être aussi parce que peut-être qu'on éprouve le désespoir plutôt sur le côté personnel. Et puis là, sur le côté personnel, bien, est-ce qu'on a tendance à aller chercher de l'aide? On peut penser peut-être que l'aide qui est disponible au travail, c'est juste au travail, ce qui n'est pas le cas parce que habituellement, c'est un service qu'on peut avoir recours en tout temps. Toutefois, tu sais, on ne va peut-être pas penser à ça dès le départ, quand on ressent un désespoir, d'aller chercher cette aide-là. Donc, autre facteur qui amplifie l'état, la peur du changement ou de l'échec. Hein? Alors, moi, je peux être dans un état de désespoir et puis si je n'aime pas le changement, si je ne suis pas à l'aise à prendre de l'expansion dans ma zone d'inconfort, ben ça peut amplifier le désespoir. Parce que là, je vais être encore plus découragé parce que je ne pense vraiment pas que je suis capable, parce que j'ai l'impression que je ne réagis pas bien au changement. Alors, ça, c'est un autre facteur qui peut amplifier le désespoir, c'est la peur du changement. La peur du changement, oui, ou de l'échec, si je ne vais pas réussir. Le prochain, c'est un état que je vois souvent aussi. OK? Qu'est-ce qui amplifie le désespoir? L'épuisement et la surcharge cognitive. Euh, je vais parler du domaine de l'éducation en particulier parce que quand on parle de surcharge cognitive, ben, il y en a en éducation. C'est une grosse responsabilité. Que vous soyez enseignant, enseignante, direction d'école, aide enseignant, aide enseignante, TS, TES, peu importe, le travail qu'on fait auprès des enfants dans nos écoles, c'est un travail qui est très exigeant. C'est un travail qui prend beaucoup de jus cognitif. Non seulement ce que nous avons en éducation, la composante technique du travail qu'on a à faire, mais nous avons aussi la composante d'élever des enfants. Et puis ça, c'est une bien plus grosse responsabilité, je crois, personnellement, que l'enseignement d'une matière. Tu sais, c'est de l'enseignement des fonctions exécutives, le savoir-être, le savoir-faire. Euh, Ce sont des éléments qui peuvent mettre beaucoup de stress sur nos épaules. Et puis, ça peut rapidement causer une surcharge cognitive. On peut avoir une surcharge cognitive aussi au niveau du montant de travail qu'on a à faire. Donc, combien d'éléments est-ce que nous avons sur notre assiette dans le travail qu'on a à faire? Et on peut rapidement penser que c'est bien trop, je ne vais jamais y arriver. J'ai plus de travail que j'ai de journée pour le faire. Ça, on connaît ça, cette réalité-là. Il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour nous aider à être capable de gérer ça. Toutefois, la surcharge cognitive est définitivement un facteur qui peut amplifier l'état du désespoir et ça peut causer un épuisement aussi. Et finalement, un autre facteur que je voulais mentionner qui amplifie l'état du désespoir, mais c'est l'absence de petites victoires. Ou même de repères positifs, là, comme il n'y a rien de positif là, à mes yeux. Euh, je ne célèbre plus de victoire parce que je ne pense plus vivre des victoires ou je ne les retrouve pas, les victoires, ou je ne les reconnais pas, ces victoires-là, pour que je puisse les célébrer. Donc, une absence de ces victoires-là. Et parfois, on les a, les victoires, hein, mais c'est juste qu'on ne les voit plus comme des victoires parce qu'on est dans un état de désespoir.
Donc, je pense qu'en plus de l'absence de petites victoires, c'est peut-être l'absence de la reconnaissance de ces victoires-là aussi. Puis les repères positifs, ben, ça peut être bien des choses. Ça, tu sais, ça peut être un objet, ça peut être une personne, ça peut être aussi un événement ou, tu sais, par exemple, pour ceux et celles qui ont des chalets ou qui font du camping les fins de semaine, ben, ces gens-là savent le feeling du vendredi quand on arrive là, puis qu'on le sait qu'après le travail, on met nos choses dans la voiture et puis on s'en va en roulotte, on s'en va au camp. Ben, ça, c'est un repère positif, ça. Ça nous donne du pep dans notre journée, dans notre semaine même. Tu sais, ça crée de l'anticipation. J'ai écrit un billet de blog là-dessus, la création d'anticipation. Mais dans un état de désespoir, ben, un des facteurs qui amplifie ça, c'est le fait on ne crée, on ne crée plus ces moments-là où est-ce que on a un repère positif, où est-ce qu'on crée cet espoir-là qu'on va vivre du bonheur dans peu de temps, puis en retour, ça nous donne du vent dans nos voiles. Alors, sûr et certain que ça va amplifier l'état du désespoir. Donc, on va passer aux solutions maintenant. On a fait le tour du pot, je pense. On a défini qu'est-ce que c'était le désespoir. Ça a de l'air à quoi, ça sent à quoi, ça goûte quoi. Donc, on a vu des exemples de manifestations du désespoir. On a parlé, on vient juste de parler de facteurs qui peuvent amplifier l'état du désespoir. Maintenant, comment on fait pour ouvrir la porte à des solutions? Parce que quand on est dedans, là, c'est pas facile de d'aller chercher le courage, puis de le reconnaître, ensuite d'aller chercher le courage pour ouvrir la porte aux solutions. Habituellement, on est fermé, je l'ai dit tantôt, hein, le mur ferme, et nous ne sommes pas ouverts à des solutions. Donc, comment est-ce qu'on ouvre cette porte-là aux solutions? Bien, euh, une des suggestions que je fais souvent aux gens, c'est de prendre ça par petits pas. Souvent, le désespoir est aussi causé parce qu'on voit toute la grosse tâche qu'on a à faire tout en même temps. Et puis, le premier point de départ, souvent, c'est de morceler ça et de commencer avec un petit morceau à la fois. Alors, reprendre du pouvoir sur les petits choix. On va amorcer ça un petit pas. On va prendre ça un petit pas à la fois. On va mettre notre énergie là-dedans. On va s'assurer que ce sont des éléments ou des pas qui sont dans notre zone proximale d'influence, hein, ou est-ce que même dans le centre de tout ça, là, où est-ce qu'on a un contrôle. Même si c'est juste un petit pas, la grosseur du pas, là, ça n'a pas de différence. L'important, c'est qu'on a morcelé, puis qu'on prend ce petit pas-là. On ne regarde pas à toutes les autres, là. On se force, on s'efforce à avoir juste ce petit pas-là. On concentre là-dessus, on met nos énergies là-dedans et on franchit cette étape. On va chercher une victoire. On commence à avoir un petit peu de lumière au bout du tunnel. Alors, comment ouvrir la porte aux solutions? Le numéro un, reprendre du pouvoir sur les petits choix. Le numéro 2, évidemment, s'entourer et demander de l'aide. Hein? Donc, aller chercher le soutien extérieur, ça peut être des amis, des mentors, ça peut être des professionnels, ça peut être des membres de la famille, peu importe qui que c'est important d'aller chercher ce soutien-là extérieur. Parce que habituellement, si nous sommes dans un état de désespoir, nous ne sommes plus capables de nous aider nous-mêmes. Et donc, si je reconnais que je suis là, si je reconnais des manifestations, ben là, c'est à moi d'aller chercher les gens qui m'entourent parce que c'est important d'être entouré de bonnes personnes fortes pour nous appuyer. Et là, c'est à moi de faire le choix d'aller chercher cette aide-là. Puis cette aide-là, là, ça peut être une conversation, tout simplement. Un partage où est-ce que tu connais quelqu'un qui est vraiment bon à écouter, puis qui va être en mesure de te coacher à travers de ça ou te donner des idées. Ça peut être aussi de l'aide professionnelle. Puis il n'y a rien de mal avec ça. Aller rencontrer un professionnel pour nous aider à adopter un processus cognitif pour pouvoir réfléchir et puis penser à des solutions. Ils sont professionnels. Ils ont été formés pour ça. Alors, c'est peut-être une bonne idée d'aller recourir à ces gens-là. Donc, le numéro 2, c'est s'entourer et demander de l'aide. Alors, une fois qu'on demande de l'aide, après ça, ben, je pense que dans la prévention du désespoir, on s'assure d'être bien entouré de gens qui vont nous appuyer et on s'assure de bien connaître les ressources disponibles pour nous aider. Le numéro 3, comment rouvrir la porte aux solutions? Changer de perspective.
Donc, il y a des exercices qui existent si vous faites une recherche dans Internet, si vous demandez à ChatGPT même. Il y a des exercices de recadrage mental qui existent puis qui nous permettent de voir d'autres options. Hein? Ça, c'est de l'entraînement cognitif qu'on peut faire. Où est-ce que c'est comme si on s'entraide, on s'entraîne à être poussé vers des solutions, à avoir la tendance de se dire, oui, je me retrouve dans cette situation-là, je commence à ressentir du désespoir, mais mon mécanisme automatique que j'ai développé, ça me fait aller vers des solutions. OK? Et puis, il y a des exercices de recadrage mental pour ça. Alors, allez voir ça, il y en a plein. Euh, c'est peut-être une bonne idée de s'exercer puis de nous assurer que, OK, j'ai ce mécanisme-là de développer. Et puis, ça fait partie de mes outils là, dans mon coffre à outils. Alors, changer de perspective. Le prochain, comment ouvrir la porte aux solutions, se fixer des objectifs atteignables. C'est pas tout ou rien, là. Puis ça revient peut-être à une des premières stratégies, puis c'est de prendre ça en petits pas, n'est-ce pas? Alors, les objectifs doivent être atteignables. Souvent, quand on établit des objectifs qu'on se dit atteignables, les gens vont penser qu'ils ne sont pas assez audacieux. Hein, ils vont penser que ça, c'est un petit objectif, ça compte même pas. Ça n'a pas de différence. Ça n'a vraiment pas de différence. On commence avec un objectif qu'on sait qu'on peut atteindre parce que l'objectif, c'est de vivre des victoires. On ferait la même chose pour les élèves. Et on fait la même chose pour les élèves. On leur permet de vivre des moments positifs, des moments de victoire, parce qu'on crée ces occasions-là pour eux, afin qu'ils puissent le vivre. Sachant que nous allons augmenter la barre, là, où est-ce que le niveau de difficulté va peut-être augmenter ou de complexité, parce qu'on est en train de les développer. Toutefois, on est là pour leur faire vivre des victoires aussi. C'est la même chose pour nous autres, là. Donc, un objectif qui est atteignable, ça ne veut pas dire que c'est un petit objectif qui ne compte pas. Ça compte. OK? Donc, fixez-vous des objectifs atteignables et arrêtez de penser que c'est tout ou rien. Parce que ça n'est pas tout ou rien. Morcelez ça, objectif atteignable, victoire. Et là, on commence à bâtir et à travailler sur notre sens d'efficacité personnelle. Ça, c'est important. Et finalement, le dernier, comment rouvrir la porte aux solutions? Cultiver la résilience et l'optimisme réaliste. Donc, il y a plein de témoignages inspirants. Probablement, si vous pensez aux gens qui vous entourent, les gens avec qui vous travaillez, les membres de votre famille, vous pouvez probablement identifier et penser à plein de témoignages inspirants. Parfois, c'est de penser à ces choses-là, puis aller à la recherche et retrouver ces témoignages-là, parce que ça nous inspire. Et c'est important d'être inspiré, parce que quand on est au désespoir, on n'est pas en train de s'inspirer nous-mêmes. Ça, c'est certain. Donc, je dois aller trouver ces témoignages-là. Je dois aller observer des personnes qui sont positives, me mettre à proximité de l'énergie positive de ces personnes-là, puis que moi, je puisse en capter par osmose même. Donc, ça, c'est une belle façon de cultiver la résilience, n'est-ce pas? Et l'optimisme. On va chercher des témoignages, on s'entoure de gens qui sont des témoins vivants de qu'est-ce qu'on va atteindre, puis qu'est-ce qui va nous aider à reprendre notre élan et de sortir du désespoir. Alors, je reprends. Comment ouvrir la porte aux solutions? Ce n'est que quelques suggestions. Reprendre du pouvoir sur des petits choix. S'entourer et demander de l'aide. Changer de perspective. Se fixer des objectifs atteignables et finalement cultiver la résilience et l'optimisme réaliste. Je pense que dans un parcours professionnel, dans une carrière, peu importe dans quel domaine tu travailles, à un moment donné, on va rencontrer des situations qui nous mettent dans le désespoir. Maintenant, l'intensité de ce désespoir-là peut varier, ça peut aller de minime jusqu'à extrême. De même, des situations dans notre vie personnelle, chez nous, avec nos familles, des moments difficiles qu'on vit. Donc, ce sont tous des événements ou des situations qui peuvent causer du désespoir. L'important, je pense, c'est qu'on puisse reconnaître. Comme on a discuté tantôt, on doit reconnaître ce désespoir-là, on doit reconnaître quand que nous remarquons
des manifestations chez nous-mêmes de ce désespoir-là, quand nous remarquons des manifestations de désespoir chez les autres, l'important, c'est qu'on sait que ça existe, on est capable de le reconnaître et ensuite, comment est-ce que je fais pour ouvrir la porte à ça? Ça prend du courage pour faire ça. Ça prend du courage pour le faire pour nous-mêmes, mais ça prend aussi du courage pour appuyer et aider les autres à le faire aussi. Avoir le courage d'avoir ces conversations-là. Mais c'est nécessaire. Et en éducation en particulier, nous avons tellement de jeunes, de familles, des communautés qui comptent sur nous, d'être capables d'accompagner des enfants et à apprendre et développer ces compétences-là et à outiller les élèves à pouvoir, lorsque eux se retrouvent dans un état de désespoir, parce qu'ils ont quand même toute une vie en avant d'eux là, qui les attendent, là, mais être outillés de pouvoir faire face à ce désespoir-là et et à connaître les stratégies à adopter afin de ressortir de ce désespoir-là, ben, ça, c'est un apprentissage ultra important. Donc, si nous, on veut que nos enfants aient ça, nous-mêmes, on doit l'avoir. Nous-mêmes, on doit développer ces compétences-là, ces habiletés-là. On doit reconnaître qu'est-ce que c'est, ça a de l'air à quoi, puis comment est-ce qu'on peut faire pour en ressortir. Donc, pour les gens qui nous écoutent, si vous êtes enseignant, enseignante, ben, moi, je vous invite à avoir cette discussion avec vos élèves. Une discussion portant sur le désespoir. Qu'est-ce que c'est? Quelle forme est-ce que ça peut prendre? Quel impact est-ce que ça a sur nous? Des exemples de désespoir avec la jeunesse dans les médias sociaux, ça existe partout, le désespoir, là, puis c'est causé par toutes sortes de différentes raisons. Alors moi, je vous encourage d'avoir cette conversation-là avec vos élèves. Et si vous êtes leader dans votre école, si vous êtes direction adjointe, surintendant, peu importe, je vous encourage d'avoir la conversation avec votre personnel. Tu sais, pour nous assurer que les gens ils reconnaissent qu'est-ce que c'est, ils savent qu'est-ce que c'est, et ensuite ils savent comment et quelles ressources sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour en ressortir. Hein? Le numéro un, c'est d'éduquer par rapport à ça. Alors voilà, hein, c'est déjà la fin du podcast. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Comme je disais au début, ça faisait un petit bout de temps depuis que je voulais en parler parce que le désespoir, c'est quand même quelque chose que je rencontre assez souvent dans mes accompagnements. C'est quelque chose que j'ai vu souvent chez mes collègues à la direction adjointe et aussi chez les membres du personnel en salle de classe, les profs, les aides enseignantes, les TES, secrétaires d'école même. Alors, on vit ça partout. Et puis, si on peut au moins s'outiller pour s'aider nous-mêmes, mais en plus être capable d'aider les autres, ben, c'est comme ça qu'on devient plus fort, puis c'est comme ça qu'on est capable d'atteindre des sommets qu'on ne pensait pas être capable d'atteindre ensemble. Alors, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi et puis assurez-vous de partager cet épisode parce que le désespoir, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui existe et nous sommes plusieurs dans le monde qui ne savent pas comment le reconnaître et qui ne savent pas comment mettre des choses en place afin d'en ressortir. Donc, faites cette belle faveur-là de donner ce beau cadeau-là à quelqu'un. Partagez l'épisode pour que ces personnes-là aussi soient connaissants et connaissantes hein, de qu'est-ce que c'est et comment je peux faire pour m'en sortir et même aider les autres. Prenez soin et on se revoit au prochain épisode.